Beaucoup de peur s'installe sur le marché des cryptos avec un Bitcoin qui est venu toucher les 53 600 $. Et les altcoins, eux, derrière, ont également beaucoup souffert. Lors de cette descente aux enfers, on voit des moins 60, des moins 70%. Est-ce que c'est la fin de ce marché haussier? Est-ce que c'est causé par les Allemands qui ont probablement vendu beaucoup de Bitcoin? Est-ce que ça va continuer à descendre? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir lors de cette nouvelle revue de presse. Et comme d'habitude, on va commencer par faire un point sur l'actualité. Puis on regardera l'analyse du sentiment du marché. On fera un tour sur la macroéconomie. On verra quelques articles que je vais te présenter, avec notamment quelques protocoles sur lesquels tu pourrais potentiellement récupérer un petit airdrop lors des prochaines semaines, des prochains mois. Et on terminera tranquillement avec quelques sagesses du jour. Donc, si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner, mets un like et mets un commentaire en me disant ce que tu penses du marché. Est-ce qu'on va continuer à descendre? Est-ce qu'on va remonter? Et on commence directement avec la vidéo. On va commencer avec une bonne nouvelle avec la Bolivie qui enlève le ban sur les crypto-monnaies et sur Bitcoin. Et ils rendent donc les paiements officiellement légal pour les entités financières. Donc ça, comme toujours, c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir un nouveau pays qui se penche vers Bitcoin et les crypto-monnaies. Également, on a Circle qui devient le premier stablecoin à être régulé en Europe avec justement la loi MiCA. Ils vont pouvoir du coup émettre du stablecoin euro. C'est quand même assez drôle de voir qu'un stablecoin, une entreprise de stablecoin américaine va pouvoir mettre un stablecoin euro en Europe. C'est quand même assez dommage de ne pas avoir une entreprise européenne, française ou n'importe qui émette cette crypto-monnaie, ce stablecoin. Mais bon, comme toujours, on est toujours en retard en Europe. Donc c'est comme ça et puis tant pis. Le gouvernement allemand est en train de vendre pas mal de bitcoins ces derniers jours, ces dernières semaines. On peut voir que là, hier, ils ont envoyé 133 bitcoins directement potentiellement à la vente. Ils ont aussi transféré pas mal de bitcoins sur Kraken, sur Coinbase, sur Bitstamp. Donc au total, sur les derniers jours, ça fait à peu près plus de 10 000 bitcoins qui ont été transférés sur des exchanges par le gouvernement allemand. Ils ont probablement été vendus et ça a aussi permis peut-être de créer cette pression vendeuse sur Bitcoin. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez probable. On a aussi la nouvelle par rapport à MTGOX qui est un exchange qui avait fait faillite dans les années 2015. Ils ont donc annoncé qu'ils allaient envoyer les fonds bloqués vers les utilisateurs. Donc là, on a vraiment un double FUD. Et aussi, je vous avais parlé des États-Unis qui avaient commencé aussi à envoyer des bitcoins sur les exchanges. Là, on ne sait pas s'ils ont vendu ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait une grosse pression vendeuse, une grosse anticipation aussi du marché, en sachant que si MTGOX met sur le marché 2 milliards de dollars de bitcoin, effectivement, ça va faire beaucoup. Donc, est-ce que ces gens-là vont vendre? J'avais vu des choses comme quoi ils avaient déjà pu commencer à récupérer une partie en dollars à partir d'avril. Maintenant, là, c'est vraiment le renvoi de Bitcoin réel. Donc, ça veut peut-être dire qu'ils veulent garder leur Bitcoin. Mais bon, sachant qu'ils ont acheté avant 2015, à mon avis, ils ont fait un très gros profit. Donc, il va y avoir une prise de bénéfice qui va être faite. Donc, franchement, ça pourrait amener une nouvelle pression vendeuse. Et en tout cas, c'est ce que semble le marché vouloir anticiper. Maintenant, une fois que tout ça sera passé, alors on aura déjà une vision plus claire sur l'évolution du prix du Bitcoin. Forcément, il y aura beaucoup moins de pression vendeuse. Et la pression acheteuse, elle, va continuer à augmenter. On a aussi une nouvelle assez bullish par rapport à FTX. Lors des prochains mois, ils vont distribuer 16 milliards de dollars en cash, donc en USDT, en USD, en USDC peut-être, vers leurs anciens clients. Et donc clairement, tout cet argent, une grosse pourcentage de cette monnaie va forcément retourner dans la crypto, car ces gens-là étaient déjà exposés. Ils ont perdu beaucoup avec la faillite d'FTX parce qu'ils vont renvoyer l'argent avec des prix lors du crash 2022. Donc ils vont vouloir se refaire et potentiellement envoyer une grosse partie sur la crypto-monnaie. Donc ça, c'est plutôt une annonce assez bullish. Donc lors des prochains mois, ça pourrait arriver fin 2024, début 2025. Il faudra voir un petit peu comment ça avance sur ce côté-là. Également, on se retrouve avec les bitcoins qui capitulent au niveau du prix. Donc ça veut dire que le prix du bitcoin est trop bas et que eux ne sont plus vraiment rentables. Donc ils vont débrancher les machines afin de retrouver un seuil de rentabilité et ils les rebrancheront par derrière lorsque le prix du bitcoin continuera à augmenter et qu'ils redeviendront rentables. Donc là, on peut voir que la dernière fois que ça s'est produit, c'était lors du crash de FTX et ça a vraiment marqué le bottom. Donc on est dans des configurations qui sont assez différentes, mais la dernière fois, ça avait aussi marqué le bottom. Là, on a eu le halving qui s'est produit il y a 2 mois, qui a forcément réduit les récompenses. Donc c'est aussi normal que on voit des mineurs débrancher maintenant, car ils gagnent 2 fois moins de Bitcoin. Le prix du Bitcoin a beaucoup baissé, et donc forcément, ils vont débrancher pour économiser de l'argent et peut-être pour se rebrancher plus tard lorsque le Bitcoin repartira à la hausse. Alors là, c'est plutôt un message de prévention que je voulais vous partager, c'est que attention à qui vous annoncez que vous avez des cryptos. Soyez surtout assez discret. En général, ça sera toujours le mieux, car on peut voir qu'ici, il y a eu des braquages, des attaques en tout cas depuis 2022-2023 aux États-Unis avec des gens qui ciblent essentiellement les holders de crypto-monnaies. Donc fais bien attention par rapport à ça et toujours un ledger. Cache bien les mots de récupération de tes comptes sur la ledger et surtout sois assez discret. N'avance pas à tout le monde que tu as fait le milliard avec la crypto. Ici, on a un partenariat plutôt intéressant entre Coinbase et Stripe qui va donc servir à faciliter l'accès à l'achat de crypto-monnaies depuis Coinbase Wallet et qui va donc permettre aux gens d'acheter directement depuis leur carte de crédit ou depuis Apple Pay. Donc clairement,
Là, c'est encore une phase de plus vers la mass adoption que Coinbase est en train de mettre en place, notamment avec leur wallet, avec la blockchain Base dont on va parler juste après. Et donc, ils cherchent vraiment à faciliter cet accès. Et pour onboard le plus de personnes, forcément, il va falloir vraiment que ce soit facile d'accès. Donc, de pouvoir acheter de la crypto-monnaie depuis ce wallet décentralisé, directement avec sa carte de crédit, avec Apple Pay, pour aller acheter des meme coins, aller faire des conneries. En tout cas, pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a d'intéressant à faire sur Base. Plus tard, il y aura peut-être des jeux vidéo, qu'il y aura peut-être des applications beaucoup plus intéressantes. Mais en tout cas, ça va beaucoup faciliter l'adoption aux nouvelles personnes qui rentrent dans la crypto. Et ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Comme tu peux le voir ici, lors du deuxième trimestre, Base a connu une ascension assez fulgurante. Voilà, je vais t'agrandir tout ça. Là, tu peux voir que en termes de transactions, on était vers les 2 millions de transactions au total sur tous les layers 2, mais avec Base qui était vraiment très très bas. Et qu'au fur et à mesure, aujourd'hui, on a des pics environ à 6 millions de transactions, avec Base qui prend pratiquement 50% du marché. En tout cas, il y a plus de 3 millions de transactions sur Base, et ça, c'est plutôt bullish pour cet écosystème. En tout cas, le plan de Coinbase est vraiment en train de se mettre en place. Et si tu veux profiter le plus des prochaines opportunités, je pense que se pencher sur Base et regarder un peu cet écosystème sera quelque chose de très bénéfique par la suite. Au niveau des stablecoins, on voit que le volume sur Tron est toujours en augmentation depuis plusieurs années, et Tron se démarque vraiment par le fait d'être cette blockchain qui sert au transfert de stablecoin. On a tous, pratiquement tous en tout cas, fait des transferts de stablecoin et se dire ok, je vais l'envoyer par Tron parce que ça coûte que 1 dollar, même parfois moins, comparé à Ethereum qui peut être beaucoup plus cher. Bon, maintenant on a le layer 2 comme Arbitrum, comme Base notamment, qui vont peut-être permettre de faire cette transition des stablecoins sur du coup la sécurité d'Ethereum via les layer 2. Mais en tout cas, on peut voir que Tron se porte assez bien et qu'il y a de plus en plus de volume sur les stablecoins, et ça c'est assez positif en tout cas pour la crypto en général. Petit point sur Aave qui est assez intéressant également, on peut voir que Aave est en train de faire 250 000 dollars par jour dans ses revenus de sa trésorerie. C'est quand même assez important d'avoir une application décentralisée qui génère autant de revenus. On peut voir que justement les revenus sont en train d'augmenter de manière progressive depuis plusieurs mois. Annuellement, ils sont aux alentours de 51 millions de dollars. Donc c'est quand même quelque chose qui a l'air d'être assez rentable en tout cas. Et le fait qu'ils se penchent également sur tout ce qui est RWA, finance traditionnelle, va peut-être leur permettre d'attirer encore plus de capitaux vers eux, et ce qui fera forcément augmenter également leurs revenus. C'est plutôt cool, sachant qu'il me semble, il faudra vérifier bien sûr, je n'ai pas tout en tête, mais une partie des revenus est redistribuée aux stakers de Aave ou aux holders. Donc franchement, c'est quelque chose qui peut être très intéressant de voir une application, de voir un projet qui est rentable. C'est comme les entreprises. Si l'entreprise n'est pas rentable, souvent investir dessus n'est pas quelque chose de très bénéfique pour la suite. Là, on a une crypto-monnaie qui est rentable, donc franchement, se pencher dessus pourrait être très intéressant. Également par rapport à Tao et BitSensor, on a un hack qui s'est produit la semaine dernière. Alors au final, c'est pas une grosse faille de sécurité, il y a seulement quelques validateurs qui ont été affectés, mais la fondation a décidé de bloquer justement la blockchain Tao afin de limiter les pertes par rapport à d'autres personnes et que ça se répande et que ça fasse beaucoup plus de pertes. Il me semble qu'il y a une perte environ de 8 millions de dollars, donc ça va, ça a été assez contenu, c'est pas une grosse perte comparé à des hacks qu'on a eu connus dans la crypto. En tout cas, il semblerait que pour l'instant, 90% des holders ne sont pas affectés, et ça c'est quand même plutôt bon signe. D'après mes informations, il devrait y avoir une relance de la chaîne le 8 juillet, donc c'était hier, et les transferts et le staking pourront reprendre d'ici les prochains jours également. Si jamais je vous mets ce post où la team de BitTensor s'est exprimée dans la description. Allez, pendant que le côté crypto est en train de baisser fortement, on peut voir que le fonds de BlackRock Build est en train d'attirer de plus en plus d'investisseurs, et il faut savoir qu'il faut 5 millions minimum pour rentrer dans ce fonds. Ils ont aujourd'hui 491 millions, et on peut voir que depuis avril, depuis le lancement, il y a une forte progression. On a beaucoup stagné ces derniers temps, et là on est en train de reprendre pas mal de force, donc plutôt bullish par rapport au secteur d'RWA. Et allez, par rapport aux ETF, là on a eu quand même des annonces assez intéressantes. C'est la demande de nos ETF spot sur Solana par 21 Shares. Il semblerait donc que le prochain ETF qui pourrait être accepté dans les prochains mois, la prochaine année, serait par rapport à Solana. C'est plutôt bon signe en tout cas pour l'écosystème. On peut voir qu'ils s'intéressent vraiment à des bons projets. Ça, c'est beaucoup mieux d'avoir un Solana qu'un Dogecoin, je vous le dis clairement. Maintenant, à voir quand c'est que ça va se faire accepter, sachant que c'est pas les seuls à avoir déposé un ETF spot. On a aussi Van Eck qui a déposé justement du coup un ETF spot, une demande. Et là, ce que nous annonce ce post, c'est que la deadline pourrait être en mars 2025, donc quelques mois après les élections. Et là, moi, ça me fait penser à quelque chose d'assez intéressant, c'est que si le top n'est pas actuellement, est-ce que le top ne pourrait pas être lorsque le TF Solana sera accepté? Sachant que, bon, Solana, comparé à Ethereum et Bitcoin, c'est quand même une crypto-monnaie qui est beaucoup plus faible en termes de market cap, notamment, mais qui a aussi beaucoup moins de tracking record, comme on dit, c'est beaucoup moins longtemps qu'elle existe. Donc, c'est plutôt un altcoin différent des deux que je viens de citer, moins de prestance. Disons que d'ici 10 ans, j'aurais plus tendance à vouloir hold du BTC et de l'Ethereum plutôt que du Solana, du moins en termes de confiance. Donc, moi, personnellement, la petite prédiction que je vais essayer de faire là maintenant,
attention, moment boule de cristal, c'est que lorsque l'ETF Solana sera accepté, là on sera au top du marché. Sachant que la deadline se retrouve en mars 2025, je trouve que ça pourrait être un timing plutôt intéressant pour avoir un top, sachant que lors du dernier bull run, on avait eu un top, en tout cas un premier top avant qu'on ait un second top, qui était en avril 2021, donc soit un an après le halving, et là on serait pratiquement dans la même configuration. Donc à garder en tête, à noter sur un petit calepin, à regarder peut-être de loin, on va voir si ça se confirmera dans les prochains mois. Mais en tout cas voilà, je voulais faire cette petite prédiction. Si jamais, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que ça va être accepté avant mars 2025? Est-ce que ça ferait potentiellement un top de marché sur le bull run, sachant qu'on pourrait vraiment voir de très belles choses, surtout après les élections. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et par rapport aux ETF spot sur Ethereum, on peut voir que les documents S1 ont été remplis par tous les fonds d'investissement. Donc maintenant, on pourrait potentiellement voir la mise en place sur le marché de ce spot Ethereum d'ici quelques jours, quelques semaines. En tout cas, il se fait bien attendre. Je pense que lorsqu'on verra les entreprises mettre en place des frais, ça sera vraiment imminent. Donc on attend tranquillement et on voit ce qu'il en sera. À côté de ça, on a aussi une demande de nouvelles ETF qui serait plutôt un index, donc qui comporterait BTC et Ethereum. Et ça, je pense que je t'en avais déjà parlé. Donc là, c'est directement le Nasdaq qui met en place tout ça. Donc ça pourrait être assez intéressant de permettre aux gens d'investir sur BTC et Ethereum en même temps via un ETF. Donc à voir comment ça va se développer par rapport à ça, mais c'est plutôt bénéfique en tout cas pour le marché. Et c'est plutôt cool de voir que ça avance au niveau de tout ça. Allez, sur les ETF, Bitcoin, on peut voir qu'il y avait eu beaucoup de sorties d'argent ces dernières semaines, en tout cas en juin jusqu'au 21, mais qu'à partir de là, beaucoup de personnes investissent sur les ETF alors que le marché est en train de baisser. Comme on peut voir par exemple hier, donc le 8 juillet, on a eu plus 300 millions de dollars qui sont rentrés sur BTC via les ETF. Donc clairement, pendant que tous les gens ont peur ici, on peut voir que les gens accumulent via les ETF. On peut voir aussi que les whales accumulent. J'avais vu passer un graphique, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais en tout cas, on peut voir que beaucoup de gens sont en train d'accumuler sur ces niveaux-là. Donc est-ce que ça pourrait être aussi un signe comme quoi on pourrait être proche du vrai bottom, le bottom qu'on attend depuis maintenant quelques semaines? C'est quand même cool qu'il arrive. En tout cas, on serait tous contents par rapport à ça. Maintenant, forcément, c'est par rapport aussi au sentiment du marché. Si le sentiment du marché est trop euphorique, alors le marché va venir faire peur aux gens pour venir récupérer un petit peu les liquidités des mains faibles. Au niveau du sentiment du marché, on peut voir ici que au niveau des recherches Google, on a eu quelques petites recherches en plus ces dernières semaines, mais c'est peut-être surtout par rapport à cette baisse qui aussi emmène les gens à faire des recherches directement sur les réseaux, et notamment sur Google. Donc là, pas beaucoup d'avancées, on est toujours sur des points assez bas. Au niveau du retail, sur les crypto-monnaies, sur Bitcoin, sur Ethereum, on est vraiment très bas, donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe en tout cas sur le côté du sentiment. Pareil également sur le côté Memecoin, Bullrun et Altcoin saison, on peut voir que là, en tout cas, le Memecoin a beaucoup baissé et que là c'est plutôt intéressant. On peut voir que cette bulle autour des memecoins est en train de prendre fin. On arriverait potentiellement à la fin, en tout cas on a pu voir que justement des Iggy Azalea qui lance son memecoin pourrait être aussi un signe de top sur cet écosystème des memecoins. Maintenant, tout ce qui est de recherche en termes de bullrun, de altcoin saison aussi sont assez basses, même si on a quand même un retour sur le côté de bullrun qui augmente un petit peu. Mais pour l'instant, en tout cas, le sentiment du marché est toujours assez éloigné de ce qu'on veut vraiment voir, c'est-à-dire, regardez-moi ça, une grosse verticale comme ça, ou même par rapport à BTC, on peut voir qu'on est très loin des derniers plus hauts. Même par rapport à Mars, on peut voir qu'on a très bien corrigé. Donc pour l'instant, le sentiment est plutôt bas. Donc tant que le sentiment est bas, c'est plutôt bénéfique. Pour nous, en tout cas, il resterait potentiellement une hausse qui va arriver. Plusieurs, en fait, on n'en sait rien. Mais en tout cas, plutôt bénéfique pour la suite. On verra comment ça évolue. Allez, au niveau du Fear and Greed, là, enfin, on trouve des chiffres assez intéressants, notamment par rapport à de la peur qui s'est installée. On est à 27 ici sur le Fear and Greed, 28 hier. Sur la semaine dernière, on est sur du 51. Mais si on regarde là, ça fait quand même depuis le 5 juillet qu'on est dans autour des 29. Donc, on va peut-être passer une semaine entière dans la peur extrême. Et ça, moi, je te le dis, c'est plutôt bénéfique pour le marché. C'est ce qu'on veut voir. On veut pas avoir d'euphorie constante. C'est vraiment pas positif si on veut voir une nouvelle hausse. On est sur des niveaux qui sont quand même assez intéressants, même s'il y a une prochaine hausse. On pourra donc en profiter et voir des nouveaux sommets, voir des nouveaux LATH. Mais là, par rapport au Fear and Greed, on peut voir qu'on est vraiment bienvenu redescendre. Des niveaux quand même assez bas. Si on regarde bien, on n'a pas eu ces niveaux depuis pratiquement FTX en fait. Pratiquement FTX en 2022. Donc, clairement, beaucoup de peur sur le marché. De gens qui sont full stable actuellement. Est-ce que c'est de la fin du marché aussi? Est-ce que c'est vraiment la fin de la baisse? Actuellement, possible que ce soit la fin de la baisse. Voir que à court terme, en tout cas, beaucoup de millions de dollars s'accumulent au-dessus des 60 000 dollars, notamment 58, 59, là, à 62, 63. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de liquidités à venir chercher. En tout cas, vers le bas, il y a beaucoup moins de liquidités. Regarde-moi ça, 100 millions, 190. Clairement, au nord, qu'on a plus de liquidités. Regarde-moi, on était venu bien liquider ici. Beaucoup d'argent. Donc, à court terme, revoir un petit rebond, peut-être revenir essayer de chercher les 60 000, peut-être les 63 000. Ça peut être intéressant. En tout cas, ça serait vraiment important pour nous, pour la suite du marché, de venir rechercher de ces zones-là. Sinon, ça va être peut-être problématique. En termes de niveau mensuel, on peut voir que là, au 52 000,
on a très peu d'argent aussi à venir chercher et que beaucoup d'argent continue à s'accumuler au nord. Sur du plus long terme, on peut voir qu'il y a beaucoup de liquidités qui sont accumulées au nord comparé à ce qu'on peut voir ici en dessous. Pas beaucoup vraiment de liquidités à aller chercher au sud actuellement, il y a beaucoup de peur, donc les gens forcément ne continuent pas à long le marché. Les gens plutôt vont short le marché. Mais en tout cas, venir rechercher tout ça avec un petit short squeeze pour être intéressant, maintenant ça va pas se faire directement, ça va prendre un petit peu de temps. Il va falloir être patient, je pense, sur ce marché. On va regarder aussi un peu plus à long terme, avec comme tu peux le voir ici, le niveau des 50 000 dollars qui comporte beaucoup de liquidités également. Donc ce pourrait vraiment être une possibilité de venir continuer à baisser pour venir récupérer cette zone ici. Je pensais vraiment pas qu'on puisse venir la chercher. Maintenant on est assez proche, donc est-ce que ça vaudrait pas le coup de venir créer une dernière peur sur le marché, venir liquider tout ça et hop, on remonte tranquillement. Est-ce que ça serait possible ou pas? Ça c'est le marché qui décide, comme je te dis à chaque fois. Et on peut voir aussi que vers le nord, on a aussi beaucoup de liquidités à venir chercher. Donc si on vient ici, quand ensuite on vient venir ici, peut-être que ça sera le meilleur scénario pour venir piéger le plus de monde. Et c'est ça que le marché veut chercher, c'est piéger le plus de monde. Au niveau des funds direct, on peut voir que c'est toujours dans le vert. Donc tant qu'on reste dans le vert, même plutôt dans le bleu, en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de shorts qui sont mis en place. Donc plus il y a de shorts qui vont s'activer, plus on va vouloir aller aussi les chercher. Donc intéressant de voir beaucoup plus de bleu avant de repartir, à voir ce qu'il en sera. Maintenant, moi je m'en sers plus pour le côté surchauffe du marché, quand vraiment tout devient plutôt orange, jaune-orange, ce qui veut dire qu'on peut se rapprocher potentiellement d'un top de marché. Là on fait maintenant un point sur le côté macroéconomique, dans lequel en termes de prédiction, on est toujours sur une baisse des taux pour septembre. On n'aura pas de baisse des taux potentiellement, en tout cas en juillet, c'est le marché qui l'anticipe à 95%. Par contre, en septembre, on est aux alentours de 73% de personnes qui pensent qu'on aura une baisse des taux. Même on peut monter jusqu'à 80%. Donc, finalement, je pense qu'il y aura une baisse des taux en septembre. En tout cas, on peut voir que l'économie ralentit et que cette baisse des taux va être vraiment intéressante et demandée en tout cas par le marché. Cette semaine, on aura quelques petits events à regarder, et notamment avec Jérôme Porel qui va parler également mardi, donc c'est aujourd'hui. On aura également des rapports sur l'inflation jeudi et vendredi, ainsi que quelques datas sur les sentiments des consommateurs. Ça, c'est aussi intéressant pour voir l'état de l'économie américaine. Donc, on verra ce qui se passera cette semaine. Je vous ferai un point d'ici la semaine prochaine. Au niveau de l'inflation PCE, donc là, on est sur l'inflation réelle. Ça concerne clairement directement les dépenses des consommations personnelles des gens. Actuellement, on est à 2,6%. On espérait 2,6%. Donc 2,6% d'inflation, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Donc là, on est sur vraiment un point positif par rapport à la Fed. Et en fait, le fait que l'inflation soit contrôlée, qu'elle soit à 2,6%, ça pourrait être une raison pour laquelle on pourrait venir baisser les taux d'intérêt. En tout cas, ça serait vraiment un signe positif pour aller dans ce sens-là. Et donc, si on baisse les taux d'intérêt, forcément, on va aider l'économie à se relancer parce qu'on est sur une économie de dette. Donc, si on peut emprunter moins cher, on va pouvoir justement repartir dans de la croissance qui amènera de l'inflation, qui ensuite reviendra à remonter les taux d'intérêt. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, par rapport aux commentaires de Jérôme Powell, on peut voir qu'il a clairement précisé que la désinflation, donc la baisse de l'inflation, est en train de reprendre. Et ça, c'est plutôt bon signe. Mais qu'ils vont devoir avoir plus de confiance dans cela afin de pouvoir réduire les taux d'intérêt. C'est ce que je te disais juste avant. Peut-être c'est trop tôt, mais que d'ici septembre, ils auront plus de vision par rapport à ça. En tout cas, de ce que dit la Fed, c'est qu'ils ne voient pas 2% d'inflation cette année ou l'année prochaine. Potentiellement, ils vont devoir faire une croix sur leur target de 2% ou alors baisser petit à petit les taux d'intérêt afin de continuer à réduire l'inflation tout en relançant un petit peu l'économie. On va voir comment ça pourrait se décanter, mais en tout cas, ce serait une bonne position pour les banques, en tout cas, qui saignent beaucoup de ces politiques monétaires assez restrictives avec des taux d'intérêt assez hauts. Par contre, par rapport à la dette américaine et leur budget qui est dédié, il sait très bien que c'est beaucoup trop gros et que ça devient ingérable. Et c'est aussi pour ça qu'une baisse des taux d'intérêt permettrait de payer moins de dettes. Donc, ce serait aussi positif par rapport au gouvernement. On est toujours sur un taux de chômage assez bas avec 4%. C'est quand même assez incroyable de tenir un taux de chômage assez bas. En général, il faut vraiment monter beaucoup plus haut pour avoir une récession. Donc, pour l'instant, pas de récession à vue tant que le taux de chômage ne reprend pas la hausse. Et en tout cas, ne vient pas chercher des plus hauts tels que 5, 6, 7%, peut-être même plus. Donc, c'est aussi pour ça qu'il ne veut pas bouger trop vite, car s'ils agissent trop vite, ils pourraient reprendre un cycle d'inflationniste. Et ce qu'ils veulent, c'est vraiment réussir à contenir tout ça pour étaler ce cycle d'inflation. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas prendre trop de risques en changeant les taux trop tôt et risquer forcément le retour de l'inflation. Alors là, on a quelque chose quand même d'assez fou qui a été dit par Powell, c'est qu'il a clairement dit qu'on pourrait retrouver des taux d'intérêt très bas, notamment du 0%, du 1%, etc. Là, il dit clairement que beaucoup de personnes pensent qu'on va jamais y retourner. Mais clairement, personne ne peut savoir ce qui va se passer. Ça veut clairement dire qu'il est prêt, en cas de problème, à revenir à des taux hyper bas et à relancer justement l'impression monétaire, comme on a connu lors de la crise Covid, par exemple. Et ça, c'est quelque chose de très bénéfique pour les marchés financiers parce que ça va permettre d'avoir beaucoup d'apports de liquidités
faire augmenter les marchés financiers, mais par rapport à l'inflation, par contre, chose de très 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 mauvais, très très néfaste, dans lequel l'inflation repartira à la hausse et amènera le dollar vers de nouveaux plus bas, bien entendu. Ici, on a un commentaire assez intéressant de cette personne qui nous dit qu'en 2020, en janvier en tout cas, lorsqu'elle allait faire ses courses pour acheter 30 produits et payer environ 70 $, mais qu'aujourd'hui, après avoir réacheté les mêmes choses, eh bien, elle se retrouve à payer 165 $. Donc, on est sur une inflation à 135% réelle. Donc, on peut voir que 135% en 4 ans, quand même assez énorme. On est sur une très très grosse inflation et c'est pour ça que détenir de l'euro, détenir du dollar, ce n'est pas une bonne chose car au vu de l'inflation, on est en train clairement de se faire voler et le prix de la vie devient de plus en plus cher, notamment grâce à ces politiques monétaires qui sont de plus en plus néfastes et qui risquent de continuer dans les prochaines années. Également, on a quelque chose d'assez intéressant que nous dit Charlie Bilelot. Lorsque le taux de chômage augmente de 0,7% depuis ses plus bas, eh bien, ça amène à une récession. Et donc là, on peut voir qu'on est en train clairement d'arriver à ce niveau-là car on a 4,1% de taux de chômage et qu'en avril 2023, lors du plus bas, on était à 3,4%. Donc ce qui fait une augmentation de 0,7% et que historiquement, ça a mené à une récession. Maintenant, est-ce qu'elle va être contenue avec justement toute cette corruption qui empêche le marché de vraiment exprimer ce qu'il y en est? Est-ce qu'on va tomber dans une récession lors des prochains mois? Il ne reste plus qu'à attendre pour voir ce qui va se passer. Je te parle beaucoup de liquidité et que ça impacte beaucoup les marchés. Et là, on peut voir que en combinant toutes les banques centrales du monde, voir que la liquidité est en baisse depuis 2022 et ne fait que baisser. Pour l'instant, on n'est pas reparti dans une expansion de la liquidité, mais lorsque ça va se faire progressivement, c'est là où on aura ce méga bull run qu'on attend tous. Quand tu peux voir, en 2020, on a eu une très 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 grosse expansion partout dans le monde. Donc maintenant, on attend les taux d'intérêt pour voir quand c'est que cette liquidité va repartir, mais il se pourrait que ça puisse prendre plus de temps que prévu, surtout si on revient rechercher cette ligne jaune comme on a suivi lors des dernières contractions de la liquidité mondiale. Et regarde-moi ça aussi. Au Canada, on arrive à des niveaux de feuilles proches de la grande crise économique de 2008. C'est aussi peut-être une raison de pourquoi ils ont baissé leur taux d'intérêt il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que regarde-moi ça. On est vraiment depuis 2022, depuis la hausse des taux, de plus en plus de compagnies sont en train de faire faillite. Donc c'est quelque chose qui est assez négatif. On peut donc voir que ces taux d'intérêt sont de plus en plus restrictifs et sont en train de mener à une récession. Alors on a un petit instant boule de cristal par Alex Ruger qui nous dit que 2025-2028 pourrait être premièrement Trump qui gagne les élections. Ensuite on augmente les dépenses, on baisse les taxes, on met la pression sur la Fed pour baisser les taux d'intérêt, les assets à risque s'envolent, les déficits augmentent, donc la dette amplifie également. Les taux d'intérêt à long terme deviennent de plus en plus hauts. Et là, c'est terminé. Les États-Unis font faillite fiscalement, tout part à zéro. Et là, on repart à zéro avec un grand reboot de tout ça. Bon, bien sûr, il faut prendre ça à la légère. C'est pas forcément comme ça que ça va se passer, mais bon, clairement, c'est un petit peu le chemin qui pourrait se passer maintenant. Ça va pas se faire en 3 ans, je pense pas non plus. Mais sur les dizaines d'années, ça pourrait clairement être le chemin à suivre. Allez, au niveau des graphiques, on peut voir que dernièrement, je t'avais partagé 2 scénarios, un en vert et un en rouge. On va essayer de les regarder un petit peu pour voir ce qui s'est produit. Pour l'instant, on est un petit peu dans la suite du scénario rouge. On va revenir chercher ici les 51 000 $ aux alentours du 0,38 de Fibonacci. En tout cas, il va falloir maintenir cette zone ici si on veut rester dans un marché haussier. Tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on est dans un marché haussier. On va voir qu'on avait eu pas mal de résistance ici, donc on a un support qui est en train de se mettre en place. Il est possible qu'on ait déjà venu toucher ce support, hein. Comme tu peux voir ici, les mèches ici sont les mèches qu'on a connues lors de la baisse. Maintenant, c'est clairement un M qui est en train de se construire ici, hop, qui a été validé là lors de cette baisse ici. Maintenant, on essaie de le réintégrer. Donc, s'il n'est pas réintégré rapidement et que c'est pas, ça vient pas vraiment tenir, eh bien, j'ai envie de te dire que c'est plutôt mauvais signe. Maintenant, possible aussi que les market makers sont en train de nous faire un faux break à la baisse pour justement venir piéger le plus de monde, parce que ça, tout le monde le voit qu'il y a un M, tout le monde voit que ça a été validé et tout le monde pense que ok, ça a été validé, on va venir plus bas. Donc, en général, tu le sais très bien, lorsque tout le monde pense quelque chose, ben, le marché a tendance à faire l'inverse. Donc, il se pourrait que ça soit un bear trap bien comme il faut. Maintenant, rien n'empêche de venir chercher ici aussi les 48 000. On a un support ici. Donc, on va voir comment les marchés vont réagir plus tard. En tout cas, si on dézoome sur un côté monthly, on peut voir qu'on se rapproche. Je vais enlever directement les choses en rouge et en vert que je les remettrai plus tard. On peut voir qu'on était en train de consolider sur le support qu'on avait créé par rapport au dernier ATH de 2021. Que là, on essaie de le casser à la baisse et qu'il va falloir qu'en juillet, on vienne clôturer au-dessus de ce support pour continuer à le garder. Si on ne garde pas ce support, clairement, on pourrait venir revisiter les 47 000. Ça serait pas déconnant en tout cas. Mais personnellement, en tout cas, je favorise beaucoup plus un scénario dans lequel où on va revenir rechercher ce support ici et ensuite on pourra venir à la fin d'année, peut-être Q3, Q4, après l'été,
à partir d'octobre, avoir une relance du marché et repartir à la hausse. Seulement, c'est le scénario que je vais favoriser. Maintenant, il est possible que ce soit la fin également. Tout est possible dans le marché. Il faut être prêt à toute éventualité. Mais en tout cas, de tous les signes que je vois, je ne pense pas qu'on va avoir de récession maintenant. Je ne pense pas que le marché crypto va en payer le prix maintenant, mais que plutôt, à l'inverse, on est en train de rentrer dans une période où les banques centrales vont devoir justement lâcher du lest et permettre l'augmentation de la liquidité. Sinon, on a de gros problèmes qui seront beaucoup plus graves. Concrètement, si on a une faillite du système bancaire, on aura autre chose à se préoccuper que de Bitcoin et des altcoins. Donc voilà par rapport à BTC, j'espère que ça a répondu à tes interrogations. Donc clairement, on reste toujours dans ce scénario. Peut-être que ce point bas que je pensais ici est en fait ici. On pourrait peut-être repartir. Soit on revient chercher, on repart à la baisse. Soit on revient chercher graduellement tout ça et ensuite on repart à la hausse. En tout cas, je pense clairement que le scénario envers est trop optimiste et que ça ne se produira pas dans les prochaines semaines en tout cas, mais que ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc je vais l'enlever. Et pour l'instant, on va rester sur ce scénario ici et on reverra ça la semaine prochaine pour voir où est-ce qu'on en est. Maintenant, on va regarder Ethereum. Donc Ethereum, lui, il est toujours dans son range. Il n'a pas cassé son range à la baisse comparé à BTC. Et il est en train de faire plutôt des choses assez intéressantes. Donc, tant qu'il rebondit comme ça peut être plutôt cool. En tout cas, on a les ETF qui devraient arriver prochainement. Donc, ça peut être aussi une des raisons de pourquoi Ethereum est aussi fort. Car on a le marché qui va anticiper que les ETF vont être mis sur le marché et que beaucoup d'afflux de liquidités vont rentrer sur le marché via Ethereum. Donc il est possible de voir, comme on avait vu également lors du DeFi Summer de 2020, de voir après l'acceptation des ETF Ethereum, Ethereum qui lead le marché en premier et BTC qui reprend aussi de la force grâce à Ethereum et qui permettrait du coup d'invalider tout ce que je vous ai dit par rapport à BTC avec ce M weekly, avec cette potentielle baisse qui pourrait se produire. Tout ça parce que Ethereum pourrait leader le marché. Donc ça à garder en tête également. On verra quand c'est que les ETF sortent. En tout cas, je te tiendrai au courant lors de la prochaine revue de presse où est-ce que ça en est, si ça a été accepté, etc., ce qui pourrait se produire. Et si on regarde Ethereum face à BTC, on peut voir que là aussi, on est quand même chose assez intéressant. Donc là, si je dézoome, on peut voir qu'on a un canal baissier depuis un moment, que potentiellement on l'aurait cassé à la hausse, et que là, on s'appuie directement sur cette trendline pour venir peut-être rebondir et avoir un Ethereum qui surperforme BTC lors des prochains mois. C'est quand même intéressant de voir un Ethereum faire ça. Ça fait longtemps qu'on l'attend, mais qu'on pourra avoir un top local lorsqu'on commencera à parler de flipping. Donc ça aussi, on le garde en tête et on verra ça lors des prochaines semaines. Également, je voulais te montrer le marché des altcoins, et là, en excluant le top 10. Là, ce qu'on peut voir, c'est que clairement, hop, on va mettre ça en monthly. On va voir qu'on est sur une tendance haussière depuis 2016, tout simplement, avec des hausses, des baisses, on revient toucher ici, on repart à la hausse, hop, on redescend, là c'est le cycle de 2018, on repart en bear market, on revient toucher, on repart à la hausse, on revient toucher, hop, bull run de 2021, on revient toucher, on revient à la hausse un petit peu, là on revient toucher, en général on a deux touches par bear market avant d'avoir le bull run. Une touche, deux touches, une touche, deux touches, une touche, deuxième touche qui est en train de se produire. Est-ce que ça annonce du coup que la suite pourrait être hop, comme celle-ci? Eh bien, en tout cas, si on part du principe que ce qui s'est passé dans le passé va conditionner ce qui va se passer dans le futur, eh bien oui, bah maintenant, rien n'est sûr comme toujours, mais en tout cas, ce serait intéressant de voir comment ça va se dégoupiller. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui montrent que les prochaines semaines pourraient être assez intéressantes, plutôt les prochains mois. Mais en tout cas, je reste assez optimiste sur le marché. Je ne pense pas qu'on viendra rechercher des 35 000 dollars sur BTC. Maintenant, je peux me tromper et il faut prendre ça en compte dans ton analyse. Allez, pour tous ceux qui doutent, je vais mettre ce petit trade de Santiago qui fait un petit peu un point sur tout l'écosystème crypto. Très intéressant de prendre ça en compte, donc je te mets ça en description, je te conseille de le lire. Également, on a une conférence par Goldman Sachs sur les assets digitaux et on peut voir qu'ils ont abordé les sujets tels que Tone, la tokenisation, les ETF, l'UX utilisateur, la régulation, et que là, tu as un trade sur un petit peu tous les panels et de quoi ils ont parlé. Donc je te mets ça directement aussi dans la description, ça peut être intéressant de voir par rapport à quel sujet la finance traditionnelle s'intéresse. Donc voilà, je t'invite à le lire également. Aussi, si jamais tu veux faire des airdrops, voici une liste d'airdrops assez intéressants sur lesquels tu pourrais t'intéresser. Paul Linea, Hyperlane, Ambient, tatata. Donc je t'invite à regarder tout ça, à faire tes propres recherches par rapport à ça. Je vais pas te dire quoi faire, mais par contre, je t'invite à les regarder car ici, il y a pas mal de noms assez intéressants. Par contre, ici, tu vas voir quelques actions que tu peux faire d'ici les prochaines semaines afin de potentiellement être éligible à plusieurs airdrops. Donc, je te mets ça dans la description également et je t'invite à le regarder. Allez, au niveau des sagesses du jour, on peut voir que la différence entre le casino et le trading, c'est que tu as beaucoup plus de chances de gagner au casino qu'au trading. Clairement, en général, 13 sur 100 personnes qui vont au casino ressortent
gagnante, tandis qu'une personne sur 100 des traders est gagnant sur le marché. Donc avant de vouloir faire du trading directement, ben, peut-être va jouer au casino. Également, rappelle-toi de pourquoi tu investis en crypto. Quelles sont tes convictions par rapport à cet écosystème? Est-ce que tu es vraiment bullish par rapport à ça? Est-ce que tu veux faire que de l'argent? Si tu veux faire que de l'argent, tu viendras que lorsque il y a beaucoup d'argent qui se fait, que lorsqu'on entendra parler, et tu repartiras lorsque ça baisse. Si tu as des convictions sur la technologie, si tu as des convictions sur la philosophie de cet écosystème, sur la monnaie, etc., là, tu resteras et c'est là où tu trouveras les meilleures opportunités. Donc, ne cherche pas à toujours faire plus de profit, cherche à vraiment t'intéresser à cet écosystème, à l'aimer, et c'est là où tu trouveras le plus d'opportunités. Et voilà, c'est terminé pour cette revue de presse. C'était assez long, il y a beaucoup de choses à revoir. Maintenant, je vais rester sur un rythme de une revue de presse par semaine, du moins pendant tout l'été, et en septembre, on repartira sur une base beaucoup plus active avec peut-être 2 voire 3 vidéos par semaine. Donc, je te remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite toujours à t'abonner, à liker et à mettre un commentaire par rapport à ce que tu penses de cette vidéo, par rapport à ce que j'ai annoncé. Si tu es d'accord, dis-moi-le. Si tu n'es pas d'accord, viens débattre en commentaire. Ce sera un plaisir justement de pouvoir éteindre cette vision-là. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, lundi, pour la prochaine revue de presse.